Bonjour, bonjour, c'est Guillaume de Goulet. On est vendredi, c'est donc le jour de Time Out, le podcast de la rédaction de l'équipe qui parle basket et qui, aujourd'hui, va surtout parler des faux rebonds de l'une des franchises les plus connues de l'histoire de ce sport. L'une de celles dont l'image est le plus en décalage avec la réalité. Celle qui est souvent considérée comme la reine des pommes. Je veux évidemment parler des New York Knicks. La semaine dernière, les dirigeants de Big Apple ont encore fait fort, en effet, en expédiant leur joueur phare, le laiton Kristaps Porzingis à Dallas. Le plan prévu pour cet été est simple, a priori. Essayer de récupérer une des stars libres, Kevin Durant ou Kyrie Irving, par hasard. Mais franchement, on n'y croit pas trop, car Knicks résonne souvent avec Lose. Mais oui, Yann, fondée en 1946, la franchise qui tire son nom des Knickerbockers, ces pantalons bouffants portés par les premiers colons néerlandais, n'a gagné que 2 titres dans les 70s, en 1970 et en 1973, et disputé seulement 8 finales. La dernière, c'était il y a tout juste 20 ans. Depuis, une lente dégringolade entre quelques éclairs, des coachs 13 depuis l'an 2000 et des dirigeants qui ne restent pas. Bref, c'est à penser qu'il y a quelque chose de pourri à New York City. Même les vieux rivaux du New Jersey, les Nets, aujourd'hui à Brooklyn, font mieux, c'est dire. Alors oui, pour évoquer les Knicks, il faudrait plusieurs émissions, mais on va essayer de se discipliner un petit peu, en l'absence d'Arnaud Lecomte, grand fan de la franchise new-yorkaise. Comme par hasard. Et donc, je me tourne vers vous, Liliane Trévisan. Bonjour Lily. Bonjour, mais on adore New York. Les Knicks, c'est autre chose, mais New York, on est tous d'accord. Yann Onona, qui a beaucoup dormi cette nuit. Salut Yann. Salut à tous, salut Guillaume. Et Maxime Mallet, qui vit depuis bientôt 4 ans au 2e étage du Madison Square Garden. Salut Max. Salut, traumatisé. Allez, on prend une grande inspiration. 3, 2, 1, début de la guerre des gangs. Les Knicks, donc, la semaine dernière, ils ont encore fait parler d'eux, en bien, en mal, vous allez me dire ça tout de suite, en envoyant leur joueur phare, a priori certes blessé, qui ne jouera pas d'ici la fin de la saison, le laiton Kristaps Porzingis, un joueur unique, à la fois par son talent, à la fois par ses dimensions. Quand on envoie comme ça son joueur majeur dans une autre franchise avant la trade deadline, en général, c'est pas un bon signe, non ? Et les Knicks, j'ai envie de dire, ils ont fait un petit peu comme d'habitude, non, Liliane ? Disons que déjà, c'est un petit peu en porte-à-faux avec, si on peut appeler ça, la politique des Knicks, c'est-à-dire avec l'impulsion qu'a essayé de donner le nouveau management. C'est-à-dire qu'ils ont annoncé qu'ils allaient construire avec patience une équipe autour de jeunes talents, des joueurs en devenir, etc. Exactement ce qu'était Porzingis, un jeune joueur qui en plus était parti pour être une star, qui avait vraiment l'admiration du public, qui avait un potentiel phénoménal. Après, effectivement, Dallas peut se frotter les mains sans doute, puisqu'ils ont récupéré quand même une future superstar de NBA. Il n'est pas parti pour rien, Porzingis. Les Knicks, eux, font valoir que ils ont fait venir des bons joueurs. DeAndre Jordan, c'est pas un mauvais joueur non plus. Dennis Smith. Ils ont pris 2 premiers tours de draft dans le package, mais surtout pour justifier effectivement ce mouvement qui a choqué un peu à New York, parce que les Knicks promettent des choses et en fait font exactement le contraire. C'est-à-dire on va être patient, on va construire, on va prendre notre temps et à l'arrivée, le premier bon joueur qu'on a qui peut devenir une star, hop, on l'envoie à Dallas. L'idée étant effectivement, comme vous l'avez dit Guillaume en introduction, de dégager de la place sous le salary cap pour pouvoir être hyper performant sur le marché des free agents l'année prochaine, avec effectivement des pointures comme Kevin Durant, Kyrie Irving, Kawhi Leonard. Il y aura un marché à faire. Et a priori, d'après ce que répercute la presse new-yorkaise, ce mouvement, donc ce trade qui a envoyé Porzingis à Dallas ainsi que Hardaway et Courtney, qu'on oublie un peu dans tout ça, va permettre à New York de dégager pas loin de 75 millions de dollars sous le salary cap pour pouvoir attirer des free agents l'année prochaine. Donc évidemment, le managerat, l'exécutif du club dit, vous voyez, on n'a pas fait une mauvaise affaire, on sait ce qu'on fait, on sait où on va. Voilà, on a une politique, on a une vision. Alors que ce qui a le plus cruellement fait défaut à ce club depuis des années, c'est justement une vision sportive dans la reconstruction d'une équipe. Max, Liliane parlait de la presse new-yorkaise. Pour nous, la presse new-yorkaise, c'est toi. Comment elle a été perçue, ce trade, ce déménagement forcé du laiton à Dallas ? C'est quand même comme une surprise. C'est vrai qu'on s'y attendait pas trop. Mais après, c'est vrai que j'en discutais quelques semaines avant à Nicolas Batum. C'est souvent les trades dont on n'entend pas trop parler qui se passent. Ceux dont on entend beaucoup parler qui sont du début à la fin sur la place publique, en général, ils se font pas. On l'a vu avec les Lakers, les Pelicans autour de Davis. Donc c'était une surprise, mais c'était dans les tuyaux depuis un petit moment déjà, et ce qui a donné lieu à des passes d'armes un peu bizarres après coup entre
la franchise et Porzingis, puisque il y a eu une réunion le matin même de l'échange entre Porzingis et les dirigeants de la franchise, où en gros, ce qui en ressortait, c'est que Porzingis n'était pas content de la direction que prenait la franchise, et quelques heures après, on a appris qu'il était échangé. Donc ça a donné l'impression que les Knicks l'avaient échangé en quelques heures seulement, alors qu'en fait, ça faisait des semaines qu'ils en discutaient, que la veille au soir, Dallas jouait à New York, et donc il y avait eu des discussions longues entre les dirigeants autour de Porzingis. Et donc après coup, ils ont dit voilà, Porzingis avait lâché la franchise, il se voyait pas faire partie des plans, etc. Et ça a jeté un peu le trouble, parce que ce qu'on nous racontait depuis des semaines et des mois ici, c'est que Porzingis était engagé, qu'il était là, on le voyait à des matchs, il était à des entraînements. Donc c'est vrai que ça jette un petit peu le trouble sur ce qui s'est vraiment passé en interne, et les raisons profondes qui ont amené à ce trade. Il y a un truc qu'on peut remarquer, c'est que la direction actuelle solde vraiment les comptes de la période Phil Jackson, parce que Porzingis était vraiment le joueur important drafté par Jackson, et là il a disparu. Le seul qui reste un peu marquant de l'époque Phil Jackson, ça a été le dernier à être drafté par l'ancien président des Knicks, c'est notre petit Frenchie Frank Ntilikina, qui lui reste pour le moment, mais on ne sait pas trop dans quel rôle. Max, il reste aussi Joachim Noah, dont les Knicks vont continuer d'assurer le salaire jusqu'en 2022, si ma mémoire est bonne. 2021-2022. Oui, mais il est plus dans l'effectif. Oui, mais ils vont continuer à lui donner 6 millions de dollars, plus de 6 millions de dollars par an quand même. 6 millions? Non, ouais. C'est pas 37 millions sur 2 ans. Si, c'est ça, ouais. 37 millions sur 2 ans. Ils ont stretché en fait la dernière année. C'est une possibilité qu'ont les équipes quand elles se séparent d'un joueur. Elles peuvent étirer la fin de contrat sur 3 saisons, et ça leur permet d'avoir un petit peu plus de flexibilité au niveau de la masse salariale, parce que c'est vrai que prendre 19 millions d'un coup sur une année, c'était difficile. Ils ont préféré étaler ça sur 3 ans. C'est une possibilité quand on se sépare d'un joueur. Yann, c'est pas la première fois que les Knicks, dans leur histoire, bradent quelque part ou balancent leur joueur star dans une autre franchise pour reconstruire à nouveau, repartir presque parfois de zéro. Tu me parlais tout à l'heure, avant l'émission, il n'y a pas de secret, on en discutait tous les deux, d'un précédent assez marquant. Alors il y a beaucoup de précédents, c'est-à-dire que historiquement ils font toujours des erreurs dans les trades, dans les joueurs qu'ils échangent. Mais ils ont aussi une propension donc à se débarrasser de leurs stars, de leurs icônes, même si Porzingis évidemment n'était pas une icône du côté de Big Apple. Tout près de nous, plus près de nous, il y avait Patrick Ewing, dont ils se sont débarrassés, alors que on a quand même du mal à imaginer qu'une équipe se débarrasse un peu du visage de sa franchise, même si c'est arrivé notamment à Tony Parker récemment, l'un des joueurs légendaires des Spurs. Ils ont donc laissé partir Patrick Ewing, qui aurait dû normalement rester là et terminer sa carrière sous le maillot des Knicks. Et ce que moi je trouve qui est très intéressant, c'est le cas d'un autre joueur qui s'appelle Walt Frazier. En 1900, dans les années 70, donc c'était le meneur de jeu, en gros, c'est le meilleur meneur de jeu que les Knicks ont eu sous leur couleur. Ils ont été champions avec lui. Et ils ont été champions donc 2 fois avec lui. Résultat, 3 ans plus tard ou 2 ans plus tard, il l'échange, il l'envoie à Cleveland. Aux grandes dames de toute la NBA. Personne n'a compris à l'époque, je suis allé me replonger dans quelques archives, et effectivement, personne n'a compris pourquoi ils ont fait ça. Et quelque part, même si c'était il y a plus de 40 ans, est-ce que c'est pas ça qui sonne le départ de ce que font les Knicks encore aujourd'hui, c'est-à-dire se tromper ou faire des paris insensés sur le marché des transferts chaque année? Ce qui est impressionnant, Frazier. Parce qu'il travaille aujourd'hui pour MSG, c'est lui qui est le Tout à fait. MSG, qui est la commentateur qui possède les télévisions et les franchises, et il est commentateur. Oui, avec des costumes absolument affolants. On l'a vu à la télé récemment. Il n'a pas un très bon goût. Il est parfait pour régler le contraste, la luminosité. C'est tout à fait, Max. J'aimerais qu'on parle un petit peu de l'histoire de ces Knicks là que Yann vient de dévoiler un petit peu. C'est une franchise qui n'a gagné, on l'a dit à l'instant, seulement 2 titres dans les années 70. C'est une franchise qui a fait partie des premières créées. Elle a été fondée en 1946. C'est une franchise qui n'a disputé que 8 finales. C'est une franchise qui finalement, quand on regarde
la zone urbaine dans laquelle elle est située devrait avoir un palmarès équivalent à celui de Los Angeles, 16 titres, 31 finales, à celui des Boston Celtics, 17 titres, quel record de la NBA. Quand on descend dans le classement des franchises, on s'aperçoit que les Knicks sont derrière les Celtics, les Lakers, les Bulls, les Warriors, les Spurs, les Pistons, les Sixers et le Heat. C'est assez troublant, Liliane, non? Mais en fait, ça revient à ce que disait Yann, c'est qu'en fait, cette équipe a été très vite, on passe sur les 2 titres qu'ils ont remportés dans les années 70, après, cette équipe a été très vite rattrapée par de grosses erreurs de casting dans le management du club, c'est-à-dire que les gens qui étaient aux commandes de ce club ne prenaient jamais les bonnes décisions, et ils prenaient donc des joueurs qui n'étaient pas adaptés à ce qu'attend la ville de New York, en sachant aussi qu'il ne faut pas perdre de vue non plus que c'est plus difficile de réussir à New York que partout ailleurs. Pourquoi ? C'est un peu comme Paris dans le basket aujourd'hui chez nous en France. C'est difficile de réussir à Paris parce que la ville est pleine d'activités, de tentations diverses, de sorties. Mais c'est le cas aussi à Los Angeles, par exemple. Oui, mais bon, voilà, Los Angeles, c'est différent, je trouve, le côté californien de la chose. La culture sportive des Californiens est peut-être plus ancrée à Los Angeles qu'elle ne l'est à New York. Voilà, je sais pas. Enfin, je sais pas vous dire pourquoi c'est comme ça, Los Angeles est différent. Je pense que la mentalité californienne est différente. Mais bon, voilà, c'est difficile de réussir à New York. C'est ce que je disais Frank Sinatra. Si vous réussissez à New York, vous réussirez partout ailleurs dans le monde. Sauf que c'est très dur de réussir à New York. Et qu'effectivement, cette équipe, alors là, pourquoi cette équipe a toujours fait des mauvais choix ou pas loin, systématiquement, chaque fois qu'ils ont fait des grandes décisions, ils ont pris des grandes décisions, ils ont décidé d'orientation. À chaque fois, ils se sont trompés de personne, soit à la direction. Ils ont fait venir Phil Jackson quand même pour 60 millions de dollars. On voit le carnage que ça a été, puisqu'ils en payent toujours la note aujourd'hui, via notamment Joachim Noah. Ils ont confié des responsabilités à Isaiah Thomas, qui avait été un très grand joueur, un coach absolument décent, mais qui a été un manager catastrophique, qui a permis à cette franchise de vivre son plus mauvais record de l'histoire de NBA. Je crois que c'était 23 victoires, 59 défaites, en ayant le 2e budget de la Ligue. Mais il faut le faire quand même. Enfin, je veux dire, il n'y a qu'à New York qu'on peut voir ça. Puis ça s'est terminé en scandale de harcèlement sexuel avec un procès et un arrangement de 11 millions de dollars à la clé. Donc voilà, c'est la vie à New York aussi qui fait qu'il y a une pression énorme autour de ce club. Il y a beaucoup de médias, il y a beaucoup d'intérêts en jeu, il y a un côté politique aussi pour s'inscrire dans la durée à New York. Et en fait, ils n'ont jamais réussi à trouver les bons dirigeants. Alors peut-être que ceux qui sont arrivés maintenant, Steve Mills, Scott Perry, tout ça, vont arriver à redresser la barre. Mais c'est très compliqué, effectivement. Et en même temps, il y a quand même une incompétence crasse, parce qu'en plus, ils font des erreurs, ils les accumulent et ils n'en tirent aucune leçon. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression que dépenser de l'argent ne les gêne pas. Et puis, bon, pour terminer sur une autre note, comment on peut avoir confiance dans une franchise qui, en 1999, va drafter Fred Weiss, alors que derrière, il y a Ron Artest, Andrei Kirilenko et Manu Ginobili qui sont disponibles. Et expliquez-moi, qui peut décider ça, quoi ? Enfin, franchement, en toute connaissance de cause et en toute compétence. Et pour finir sur cette histoire de pression, sans remonter très loin, il y a quelques semaines, Joachim Noah, dans l'interview qu'il avait donnée dans un podcast américain, avait lui-même, je pense, employé le mot qui résume tout, lit en anglais, L-I-T, qui veut dire un peu allumé. C'est ça qui peut se comprendre de différentes manières, mais lui disait qu'il était lui-même un joueur un peu allumé, mais que la ville était aussi allumée, sous-entendu, évidemment, à New York. Il y a beaucoup de distractions, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de fêtes, il se passe plein de choses, donc c'est pas évident de composer avec ça et avec l'exigence d'un sportif de haut niveau. Max, toi qui fais la fête tous les soirs à New York entre le Madison Square Garden et Central Avenue, ça se ressent ça au quotidien dans cette ville, cette pression, cette effervescence autour des Knicks et cette impossibilité de construire dans la durée la stabilité, le calme presque, j'ai envie de dire. Ouais, pour revenir un peu sur les différences entre les villes dont parlait Liliane. C'est vrai que New York, c'est la ville qui ne dort jamais. C'est ça l'image, et c'est vrai que c'est une ville, quand vous êtes à Manhattan, vous pouvez être à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, il va y avoir du bruit, des voitures, enfin il se passe toujours quelque chose, même si on va pas faire la fête dans les nombreux bars et les nombreuses boîtes de nuit. Alors que Los Angeles est plus une ville qui va être tournée un peu vers la mer, le sport, la plage, des choses comme ça. On peut y faire la fête, bien sûr, mais c'est pas l'atmosphère est un peu plus relax et un peu plus vivre relax que à New York. Et oui, la pression, elle est permanente. Après, elle est entretenue aussi par le propriétaire. Je pense qu'on n'a pas encore évoqué son nom, James Dolan, mais c'est quand même lui qui est à l'origine de beaucoup de choses. C'est donc
pour rappeler comment il est arrivé au pouvoir de la franchise. Son père a fondé Cablevision, qui est un distributeur de télévision par câble, qui a racheté MSG, donc la salle, le Madison Square Garden, ainsi que les Knicks et d'autres franchises en 94, et Dolan est arrivé au pouvoir à peu près en 99 à la suite de son père. Et donc, si on regarde 99, c'est l'année où ils font une finale. Ils ont Jeff Van Gundy comme coach en 2001. Il est viré en 2001 et depuis, ils ont remporté une série de playoffs depuis cette époque-là. Donc, il y a le contexte de la ville, bien sûr, qui est à haute pression, qui est avec les tabloïds, qui est à New York, on est impatient, où tout le monde est à fond, où il faut être tout le temps un peu presque en sur-régime dans tout ce qu'on fait. Et puis il y a le propriétaire qui lui guide ces décisions dont on parle, qui partent un peu dans tous les sens. Je pense que c'est ça le problème principal des Knicks d'aujourd'hui et des 2 dernières décennies. Alors après, Dolan, il avait dit, quand il a recruté Phil Jackson, il a dit bon, cette fois, je fais confiance à Phil Jackson. C'est quelqu'un qui a quand même un pédigré, donc je lui fais entièrement confiance de A à Z. Et moi, je prends un peu de recul. Je vais être un propriétaire un peu moins impliqué. Et on a vu ce que ça a donné. Donc c'est vrai que ça va pas l'encourager à prendre un peu de recul, ce qui serait pourtant le mieux pour sa franchise. Il n'a jamais eu l'idée, James Dolan, d'aller chercher un joueur finalement qui incarne cette franchise des Knicks à merveille, Patrick Ewing, le pivot des années 90, 2 finales en 94, en 99, t'en parlais à l'instant. Il n'y a jamais eu cette possibilité d'un retour de Pat Ewing à New York ? Non, ça a jamais été évoqué. Alors Patrick Ewing, il était assistant au Charlotte Hornets et aujourd'hui il est head coach, donc entraîneur principal de l'université de Georgetown où il est passé. Dont il est issu. Ça peut être la prochaine étape. Ça peut être la prochaine étape s'il réussit, mais les relations sont souvent compliquées entre les anciens des Knicks et la franchise elle-même. Et puis Ewing, il a été quand même expédié par la franchise en 2000, comme pour tenter de se relancer, de récupérer quelques tours de draft, quelques joueurs quand il était sur la fin. Donc on lui a pas offert la fin de carrière qu'il aurait pu mériter. On sait que par exemple Charles Oakley aussi a des relations absolument abominables avec la franchise puisqu'il a été éjecté manu militari la dernière fois qu'il est venu. Il y a eu Latrell Sprewell aussi qui a eu longtemps des relations difficiles et puis là tout à coup comme par magie juste après les polémiques autour d'Oakley, Dolan et Sprewell se sont rabibochés. Donc les relations entre les Knicks et leurs anciens sont assez tumultueuses, assez compliquées. En gros, il y a soit ceux qui sont employés par MSG et qui sont un peu directement affidés à Dolan, et il y a ceux qui sont en dehors et avec qui ça se passe généralement pas bien. Yann, est-ce que la NBA n'aurait pas intérêt à ce que les Knicks fonctionnent mieux sportivement, j'entends, ou est-ce que le business qui tourne autour, parce que c'est l'une des franchises qui a le plus d'argent, est-ce que c'est le business qui tourne autour est suffisant pour l'image de la NBA ? Est-ce que David Stern autrefois, le nouveau patron aujourd'hui, est-ce qu'ils n'ont pas besoin, Adam Silver, j'avais perdu son nom, est-ce qu'ils n'ont pas besoin d'avoir un pôle important à New York, que ce soit peut-être la franchise dominante à l'Est ? Certainement. En tout cas, c'est un paradoxe qu'on avait observé à Los Angeles quand Kobe Bryant avait été sur le point de partir à la retraite. En fait, la franchise est tellement importante que même quand elle ne joue pas les playoffs, elle génère énormément d'argent. Donc le contrat télé autour de la dernière saison de Bryant, et je pense même après, en fait, représente tellement d'argent que finalement, j'allais dire sportivement, presque peu importe. Mais évidemment, en termes d'image, donc à New York, on vit un peu le même phénomène, mais en termes d'image, la NBA a évidemment besoin de voir des finales Los Angeles Lakers contre New York Knicks. Par contre, le mélodrame permanent, perpétuel qui se joue à Big Apple fait parler des Knicks, et je pense que ça crée paradoxalement un engouement également et une sorte de mythe autour de la franchise qui s'entretient autour de ça aussi. Je vais vous poser une question à $1000. Quel joueur est taillé pour faire gagner Big Apple aujourd'hui, dans la NBA aujourd'hui, selon vous ?
Bon, on peut tout de suite penser à LeBron James, qui avait failli y aller quand même. Oui, non, mais c'est bien. Mais il avait failli y aller une année quand même. Et l'année où il envisageait d'être l'élu et de réserver un peu sa destination, on connaît le show qu'il a mis sur pièce pour l'annoncer. New York était dans la boucle, en fait, quand James réfléchissait à sa future destination. Sauf qu'ils sont tellement pitoyables que LeBron James a préféré aller à Miami. Voilà, donc ils ont aussi beaucoup souffert. Effectivement, comme disait Yann, justement, on parle toujours d'eux. Même s'ils sont mauvais, ils ont le pire record et tout ça, on va toujours parler d'eux. Alors, ça crée toujours du buzz, effectivement. Ils sont toujours dans l'actu, parce qu'en plus, ils ont des médias qui ont du mal à bosser, il faut le dire, qui sont toujours présents et tout ça. Mais on parle souvent d'eux aussi en négatif. Donc, du coup, effectivement, ils avaient pris une claque quand LeBron James les avait snobés en disant non, New York, non, vous rêvez, quoi. Enfin, moi, je vais à Miami. Voilà, donc c'est une franchise un peu compliquée. Alors, trouver le joueur qui, aujourd'hui... pourrait survivre aux tentations new-yorkaises. Faire gagner D'abord, il lui faudra survivre à New York, aux tentations, à la fête, aux sorties, aux défilés de mode et tout ça. Et en plus, avoir le bagage sur le terrain pour pouvoir emmener cette franchise. Carmelo Anthony a essayé. New York avait placé beaucoup d'espoir en lui. Bon, il n'a pas réussi à les sortir d'une demi-finale de conf. Et voilà, donc je pense que je ne sais pas si ce joueur existe, en fait. Max, tu partages le même avis que Lily là-dessus. Il n'y a pas de joueur aujourd'hui, à part Michael Jordan ou LeBron James, taillé pour faire gagner New York? Non, on le voit pas. Après, pour les tentations, le meilleur moyen d'essayer de les éviter, c'est d'aller habiter à côté du centre d'entraînement qui, lui, est à 50 km au nord de la ville, dans des petites villes, des suburbs, de banlieues un peu chic. Donc là, c'est beaucoup plus calme. Mais c'est vrai que la tentation de Manhattan est plutôt forte. Pour revenir aux joueurs qui peuvent, c'est vrai qu'on imagine un LeBron James, parce qu'il y a tout un aspect de gestion de la pression médiatique qui est important. Et c'est un domaine dans lequel LeBron James, après son faux pas de 2010 et la façon dont il avait géré le départ de Cleveland à Miami, c'est devenu un maître en la matière. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de joueurs comme, en gros, une fois que Porzingis a été dégagé, le scénario idéal qui a été déroulé, c'était maintenant il y a la place pour 2 contrats maximum, donc ça va être Kyrie Irving et Kevin Durant. Voilà, ils vont venir. Sauf que Durant, on l'a vu il y a 2 jours justement. Comment il a réagi face à un petit coup de pression médiatique. Donc après la décision des Knicks de virer Porzingis et puis ce scénario un peu mis en place sur la place publique par tout le monde, Durant, il n'a pas parlé aux médias pendant 9 jours. C'est une éternité en NBA puisque les joueurs peuvent parler 2 fois avant et après le match. Donc c'est quasiment un rythme quotidien. Donc 9 jours de silence, c'est énorme et ça a créé encore plus d'agitation autour de lui. Et lui, il a réglé ça en s'agaçant, en faisant une conférence de presse où il s'était énervé contre les médias, contre un journaliste en particulier. Après, on va défendre le travail des médias, mais on peut comprendre aussi que il soit agacé par certains papiers, par certains éditos, par certains procédés. C'est tout à fait normal, ça arrive. Mais le problème, c'est que normalement, une situation comme ça, un joueur comme Curry, un joueur comme LeBron, ces joueurs-là, ils vont savoir comment la gérer, la situation avec les médias. Ils vont faire soit une petite blague, soit au contraire donner une réponse claire et dire j'en parle plus. Effectivement, ne plus en parler. Alors que Durant, on lui a posé la question dans les mois précédents, il répondait. Et puis tout à coup, il y a ça qui se passe avec New York, il parle plus du tout. Donc il faut pas qu'il s'étonne que ça crée des interrogations. Et qu'ensuite, il règle ses interrogations en faisant une sortie où il s'agace contre tout le monde. Donc, c'est très révélateur, Max. Moi, si je peux me permettre, je pense que c'est très révélateur. Et à mon avis, il serait pas taillé pour gérer ça à New York. S'il est incapable de gérer ça là où il est aujourd'hui, à Golden State, en ayant la sérénité, en étant double champion en titre, je vois pas comment il ferait ça à Big Apple dans une équipe en reconstruction dont il est censé être l'option numéro 1.
Et d'ailleurs, il suffit de comparer avec LeBron James, qui dans le même temps a dû faire face à la marée à cause des rumeurs autour d'Anthony Davis, où évidemment on l'accusait d'être en fait le général manager déguisé, et on voulait en tout cas les histoires, le storytelling voulait le raconter séparé de ses jeunes coéquipiers, et résultat, il gagne à Boston au buzzer dans la rencontre après la deadline. Il y a quelque chose. Non, vas-y, c'est ce que tout le Max, monde s'est dit sur Durant. Non, je dis c'est ce que tout le monde s'est dit. C'est la réaction que tout le monde a eue en voyant Durant faire sa sortie. Il en fait régulièrement des sorties de ce genre, beaucoup moins musclées que celle-là, mais c'est vrai que c'est un thème récurrent dans ses réactions. Il a une, comme on dit ici, il a la peau fine, c'est-à-dire qu'il est facilement irrité par toutes les critiques et ce qui est écrit sur lui. Il y a quelque chose dont vous ne m'avez pas du tout parlé depuis le début de cette émission, qui a trait direct pour moi aux New York Knicks et à l'image qu'il dégage. C'est évidemment le Madison Square Garden, la salle dans laquelle les adversaires les plus illustres aiment bien venir planter en général une grosse banderie de points. Est-ce que c'est pas d'abord ça, l'aura des Knicks, Yann? C'est le fait de jouer dans cette salle mythique qui est le Madison Square Garden. Vous savez comment on l'appelle, évidemment. Voilà. Merci, Max. Voilà. La Mecque. La Mecque. Donc, il suffit de raconter une simple histoire pour comprendre la mesure. C'est le retour de retraite de Michael Jordan, puisque quand il part en 1993 suite à l'assassinat de son père, il part faire sa petite aventure en baseball, et quand il revient, évidemment, des doutes commencent à naître sur est-ce qu'il est en forme, est-ce que je ne sais pas quoi, et donc il arrive au Madison Square Garden quelques matchs plus tard avec son nouveau numéro 45, et c'est ce jour-là en fait qui marque 55 points au Madison Square Garden, et donc qui signe réellement son retour, même si cette année-là, les Bulls ne vont pas remporter le titre. Et en fait, à l'image de Jordan, tous les meilleurs joueurs de la Ligue viennent réaliser leur record quasiment, ou leur record de points au Madison Square Garden. Max saura vous raconter mieux que moi, je pense, l'aura qui règne dans cette arène où, plus récemment, James Harden a marqué combien, 61 ? C'est ça, Max ? Cette 61, saison. Oui, il a égalé le record pour un joueur visiteur, et le record total, c'est 62 par Carmelo Anthony. Le record, c'est co-détenu par Kobe Bryant. Faut pas oublier le nom. Liliane, tu y allais souvent dans cette salle. Le record pour un visiteur. Oui, bien sûr. Les 62, c'était sous le maillot des Knicks, bien sûr. Pour Mélo. Liliane, tu y allais souvent, toi, dans cette salle du Madison. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? C'est quoi? Il y a une atmosphère, il y a une odeur. Le coca est meilleur qu'ailleurs. Je ne bois pas de coca. D'accord. Donc, non, on va déjà, rien que le nom, Madison Square Garden, si vous aimez un peu le sport américain, si vous avez vu des films sur le sport américain, vous ne pouvez pas ignorer le Madison Square Garden. Si vous avez suivi un peu la boxe, c'est une salle qui quand même commence à avoir son âge. Donc, c'est pas une de ces nouvelles enceintes hyper connectées qu'on peut connaître. C'est une salle mythique. C'est vraiment quelque chose où il s'est passé des milliards de choses en sport, en boxe, en basket, en concert, etc. C'est, comme le disent les commentateurs qui, eux, n'y vont pas avec le dos de la cuillère, chaque fois qu'ils parlent du Madison, ils disent la plus belle salle du monde, la plus prestigieuse salle du monde. Voilà, c'est le Madison. D'ailleurs, on dit même plus Madison Square Garden, on dit le Madison. Voilà, oui, il y a une légende dans cette salle, il y a une âme. Elle a été rénovée quand même, parce qu'elle commençait à être un petit peu vieille quand même. Et effectivement, ça transcende les gens qui y mettent le pied. Vous n'avez qu'à dire que vous allez voir un match des Knicks à quelqu'un, il va vous dire, oh là là, quelle chance, putain, tu vas rentrer dans le Madison, c'est génial et tout. Je dis, oui, c'est une salle qui fait rêver, qui continuera à faire rêver encore. Et d'ailleurs, Steve Mills, le président de New York, disait récemment qu'il percevait, au hasard de ses déplacements professionnels en NBA, en discutant avec ses collègues d'autres clubs, avec la presse des autres clubs et tout ça, il percevait que l'image de New York aujourd'hui était toujours aussi attractive, malgré tout ce qui s'est passé, malgré toutes ces erreurs accumulées. Et il disait, on sent que les gens s'intéressent toujours à nous. Et il disait aussi que le Madison Square Garden n'était pas étranger à ce phénomène de réputation qui continue à faire de New York une ville, et des Knicks surtout, une équipe fascinante, alors qu'ils font tout pour ne pas l'être, quand même, globalement. Max, pour poser la question autrement, les Knicks sans le Madison, ce serait les Nets à Brooklyn, c'est ça? Ouais, sans doute. Il y aurait quelque chose comme ça, sans les résultats, puisque les Nets, quand même, là, font beaucoup mieux. Ils vont probablement aller en play-off. Mais c'est vrai que le Madison, c'est assez incroyable. Quand on demande à des joueurs anciens ou actuels leur salle préférée,
90-95% du temps, c'est le Madison Square Garden. Alors c'est une enceinte qui a ouvert en 1968, qui a été rénovée il y a 2-3 ans. Donc c'est vrai qu'elle est un peu il y a un peu ce parfum à l'ancienne, alors que la plupart des salles de la ligue ont été soit bâties dans les années depuis les années 90 en gros. Donc il y a ce parfum-là, il y a cette voûte là qui redescend vers le milieu, vers le centre, cette forme circulaire. Alors c'est un boxeur récemment, vous avez remarqué, ça s'appelle le Madison Square, donc qui veut dire carré, et c'est rond, donc il était un peu perturbé. Et voilà, il y a ce design, il y a toutes ces choses-là, et puis c'est vrai que c'est l'histoire du lieu plus que son présent qui fait qui donne ce parfum-là, puisque par exemple il y avait eu le combat du siècle entre Frazier et Ali. Il y a eu je crois que c'est là Frazier que Marilyn Monroe avait chanté le fameux President. Ouais. Mr. President. Il y a eu énormément des concerts par milliers de tous les plus grands. Voilà, donc c'est quand il y a eu le concert de soutien à Katrina, il s'est passé là-bas, par exemple. Voilà, donc il y a toujours, c'est l'endroit où il y a eu les plus grands événements, et ça donne, en plus de ce design particulier, de cette voûte circulaire et qui redescend et qui donne l'impression d'être dans une salle un peu plus intime que la plupart des salles NBA où quand on lève la tête, en fait, au-dessus, on a du matos, des voûtes, des structures en métal et compagnie qui soutiennent le toit. Là, on a l'impression d'être directement sous le toit, d'être dans une pièce en fait qui est un peu grande, mais c'est vrai que ça donne une atmosphère unique, et c'est celle qui est vraiment la préférée des joueurs, même si pour vous dire franchement, c'est pas le public le plus enthousiaste de la ligue, loin de là. C'est un public qu'il faut vraiment satisfaire avant ou qu'on lui donne du suspense ou du spectacle, pour que vraiment ils se mettent à chanter, enfin à encourager, à crier. Des matchs au Madison, ça peut être un peu propice à la sieste. Il y a notamment souvent des matchs en milieu de journée, et là le public est plutôt silencieux et calme. Donc c'est vrai que c'est assez déroutant. On s'attend à arriver dans une salle où il va y avoir un bruit de folie, et on l'attend souvent un petit peu, et parfois on n'en a pas vraiment. C'est vrai que c'est un public très exigeant, et pourtant j'ai un souvenir et je pense que c'est pas loin d'être l'un de mes meilleurs souvenirs dans les matchs NBA auxquels j'ai pu assister. C'est l'année où Jeremy Lin, l'Insanity. Voilà, l'Insanity, exactement. On est en plein dedans, en fait. Donc, ce joueur qui vient d'Harvard, qui n'a pas un grand pédigré, tout d'un coup, du jour au lendemain, trouve du temps de jeu à cause des blessures et se met à mettre 30 points par match. Ça devient l'attraction numéro 1 de la NBA. Et il se trouve que cette année-là, je suis les Lakers de Kobe Bryant d'abord à Boston, et qui ensuite débarquent à New York pour un match au Madison contre Jeremy Lin notamment. Et ce soir-là, en pleine l'Insanity, alors que tout le monde s'attend à voir Kobe Bryant défendre sur lui et verrouiller un peu tout ce qu'il essaye de faire, le gamin met 38 points à domicile contre Kobe Bryant. Il bat les Lakers, et alors là, je peux te dire, Max, et je peux vous dire à tous, que l'ambiance était absolument exceptionnelle, même en play-off ou en finale. J'ai pas nécessairement le souvenir d'une ambiance aussi folle du début à la fin. C'est-à-dire que le Garden avait été investi partout, il n'y avait pas un centimètre de libre. Tout le monde avait des masques avec la tête de Jeremy Lin. Tout le monde avait inventé des jeux de mots dont vous avez souvenir avec son nom de famille, Lin, le pauvre. Il en a mangé. Et là où cette histoire est intéressante, notamment pour les New York Knicks, c'est que quelques semaines plus tard, ou quelques mois plus tard, à la fin de la saison, alors que justement les Knicks n'allaient pas jouer les playoffs, en fait les Knicks finalement vont jouer les playoffs grâce à l'émergence de ce joueur. Et qu'est-ce qui va se passer ? Carmelo Anthony, qui à l'époque est la star de la franchise, va en fait travailler en sous-main et bien faire comprendre à ses dirigeants que ça l'intéresse pas en fait ce qu'est en train de faire Jeremy Lin. Résultat, Lin est expédié et transféré à l'intersaison aux Houston Rockets, si je me souviens bien. C'est exactement ça. Et là, on a un résumé, on a un concentré du potentiel et de l'histoire des Knicks et de leur incapacité à faire ce qu'il faut au bon moment. Nick sa mère une fois de plus, donc, pour résumer. Avant de conclure ce podcast sur les New York Knicks, je voudrais vous demander chacun le nom d'un joueur qui incarne cette franchise. Max ? Un joueur qui est dans l'effectif aujourd'hui? Non, un joueur, ça peut être un joueur d'aujourd'hui ou un joueur d'il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, si ta mémoire ne trahit pas.
Je suis cueilli parce que j'ai du mal à voir si c'est le joueur qui l'incarne, on va dire positivement. Dans ce cas-là, je pense que ce serait un Patrick Ewing, ou le joueur qui va incarner ses ratés, ses manques, ses rendez-vous manqués. Je pense qu'à l'heure actuelle, ce serait un Carmelo Anthony, voilà, qui est quand même resté 7 ans, qui est arrivé. La période était plutôt intéressante les premières années, et puis après ça c'est complètement parti en sucette, et puis au final c'est lui qui a été viré comme un malpropre au terme d'une campagne de presse où il a été beaucoup dénigré. Donc c'est vrai que son parcours résume bien un peu l'incapacité des Knicks à faire fructifier de bonnes choses de départ. Yann? Je pense que je vais revenir à celui que j'avais cité au début, Walt Frazier, parce que titre de champion, et parce que surtout il y a très 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 longtemps. Donc je pense qu'il faut remonter loin et qu'on va encore attendre. Alors c'est ma conviction. Peut-être je me trompe, hein, peut-être qu'il faut souhaiter, mais je crains que, pour revenir au trade de Kristaps Porzingis, je crains que ça ne résolve pas leurs problèmes, que l'argent ne résolve pas leurs problèmes, puisque, comme disait Lily, ils en ont toujours eu de l'argent. Donc, de là à convaincre des stars de venir transformer cette ville en une équipe de basket, je pense qu'on en est encore très très loin. Liliane? Moi, je suis comme Yann. J'ai une tendresse pour Walt Frazier, qui a été mal remercié de tout son investissement et de tout ce qu'il a donné aux Knicks, à commencer par un titre de champion. Patrick Ewing aussi me semble avoir été un joueur vraiment iconique des Knicks, un pivot dominant, des plus grands pivots de NBA et de Team USA. Voilà, donc voilà. Et pour revenir sur ce qui a moins bien marché, on n'en a pas parlé, mais il y a eu un Européen qui aussi est allé faire sa petite vie tranquille à New York, qui a été quand même assez débauché à un prix d'or, qui s'appelait Andrea Bargnani. Et voilà, bonjour Andrea, au revoir Andrea. Il n'a pas apporté grand-chose à New York. Merci à vous trois. Il est le temps maintenant de vous remercier, de vous donner rendez-vous la semaine prochaine. On se demandera vendredi prochain si le jeu en NBA n'est pas devenu un poil chiant. Bonne semaine, bye bye. Au revoir.